1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. S'enjailler, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Et allez, on va se connecter sur notre Discord pour rencontrer des jardiniers passionnés qui ont envie de nous transmettre leur savoir ou tout simplement nous poser des questions. Donc restez connectés car on va avoir des discussions ultra passionnantes. Et si toi aussi tu te poses des questions, le podcast Bud Thunder, tu y trouveras sûrement tes réponses. Mais avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais le répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Avant de commencer le podcast numéro 28, mes canailles, ça me tenait à cœur de vous rappeler les abonnements CBD Chanvre à Parfum. Grâce à toutes ces années d'expérience dans le chanvre, aujourd'hui, Kenai Kikit est le premier producteur de chanvre à parfum indoor. Grâce à nos cultures en sol vivant régénératif, on arrive à avoir des taux de terpènes qui dépassent les 4%. Et ce pourcentage-là, tu ne le retrouves même pas dans des fleurs illégales. Donc, si tu es à la recherche de ce qu'il se fait de mieux en fleurs de chanvre légales, c'est chez Kenai Kikit et The High Caméléon qu'il faut se tourner. Allez, trêve de bavardage, que le podcast commence. Salut. T'es chaud de parler un peu ? Oui, un peu, je peux. Je suis un peu occupé, mais je peux prendre une petite minute. Après, tu sais, c'est pour le podcast, Alors, tu sais, oui, je sais. je t'oblige à rien, mais c'est juste que comme on t'a pas trop entendu... On n'a pas entendu encore jusqu'à maintenant. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à toi, le Mickey, comment ça va ? Salut. Ça va, chaudement, comme chez tout le monde. Aïe, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. En plus, tu vas venir nous filer un coup de main là dans pas longtemps. Donc ça fait encore plus plaisir de te faire découvrir aux canailles et tout ça. Et voilà, si tu as envie de te présenter un peu, ou alors si tu as envie de parler d'un truc qui te plaît, que tu as découvert il y a pas longtemps, un sujet, quoi que ce soit. Pas spécialement, je pense que tout a été dit et tout ce que... non, il y avait quoi que je voulais te demander ? On a déjà parlé des maires, des PM. Pas trop, non. Pas beaucoup, non. Pas du tout. Qu'est-ce que tu voudrais savoir ? Ouais, qu'est-ce que tu voudrais savoir ? Savoir généralement les gens qui le font, en combien de litres ils le gardent. Ouais. Bah, une plante mère, c'est déjà, vraiment... s'il y a des gens qui pourraient... Une plante mère, c'est quelque chose que déjà que tu dois énormément structurer. À l'image d'un bonsaï japonais, c'est quelque chose que même limite, des fois, si t'as pas besoin de bouture, et que t'as besoin de bouture que dans 15 jours, il faut le tailler, tu vois, il faut l'entretenir. C'est une plante mère, c'est vraiment quelque chose qu'on entretient. C'est très bien de les faire en living soil. Il y a des personnes qui aiment bien avoir des plantes mères qui sont pas trop chargées en azote, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que moins t'as d'azote, plus après les boutures s'enracinent facilement. Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça. Et... Moi, j'ai envie de dire, moi non plus, les derniers temps, j'ai essayé avec beaucoup d'azote, ça marche très bien. Ouais, carrément. Et voilà, et puis, franchement, les plantes mères, c'est vraiment un peu tout le monde fait son truc. C'est pour ça. Ouais, je vais peut-être... J'ai entendu un peu tout le monde fait son truc, là, c'était pour savoir s'il y en avait des gens... je vais laisser un peu Greengrass peut-être nous expliquer lui aussi comment il gère cette... Ouais, pour répondre juste à ta question et après dériver autour de ça, mais la taille nécessaire pour conserver des mamans dépend de ton besoin de clone par rapport à cette maman en question. On disait qu'elle est ici, dans un besoin d'usage des clones qui vont sortir, tu vas avoir un entretien régulier à faire, ça c'est de toute façon indispensable, mais tu peux tenir la plante style bonsaï en pot de 3 litres, 7 litres, ça suffit, et puis tu auras tes quelques clones
tu tailles et puis voilà. Si par contre c'est dans une optique de vraiment avoir plus de clones pour pouvoir vraiment lancer une production, là à ce moment-là, le traitement, on va dire, c'est lui donner plus d'espace, plus de place, plus de possibilités de te sortir un maximum de clones. Ou alors de multiplier le nombre d'individus. Tu peux faire par exemple 4 plantes plus petites qui vont te faire autant de clones que 2 énormes plantes maman. C'est ça. Moi, pendant longtemps, je gardais les plantes mères dans des gros pots, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment plus dur à gérer. Aujourd'hui, je préfère avoir des plus petites plantes mères et même les boutures, je préfère les avoir plus fines, moi, aujourd'hui. J'aime pas avoir des gros apex à bouturer, je préfère avoir quelque chose d'un peu plus fin, tu vois. Mais j'avoue que moi, j'ai essayé cette année, là. Et je me suis fait... Attendez, je vais essayer d'avoir du réseau en allant plus par là-bas. 2 secondes. J'espère qu'on m'entend. 1, 2. Ouais, on t'entend. 1, 2, 1, 2. Ouais, on t'entend. J'ai essayé pour essayer cette année pour en tenir déjà, voir si j'arrive à tenir l'été et tout. Et je me suis fait avoir avec un 11 litres. Et du coup, c'est hyper big. Bon, après, c'est sûr que sur un, je peux en tirer 20 à chaque session si je veux. Mais ça fait beaucoup. 11 litres, ça me fait beaucoup de place. Et du coup, il va falloir que je m'en débarrasse en extérieur pour... soit attendre qu'il se régène. Après, c'est fait juste la taille de temps en temps, même si t'as pas besoin de bouture. C'est ça. Ouais, bien sûr. C'est ça, ouais. Et ça change en grand pot, c'est bien parce que tu dois moins te casser la tête pour l'engraisser et tout, elle tient plus longtemps. Après, tu la tailles plus souvent, même si t'as pas besoin des boutures. Ok. Ouais, après, il faut se dire que pour la conservation de plantes mères, l'idée, c'est d'avoir les plantes les plus en santé, les plus fraîches possibles tout le temps. Donc, c'est dans sa routine, prendre l'habitude de renouveler son parc éphémère de toute façon tous les 3 mois. Pas attendre 6 mois, 8 mois et avoir des plantes du coup, qui vieillissent, qui peuvent accumuler les problématiques et essayer d'être tous les 3 mois sur un renouvellement complet de la librairie qui permet de repartir sur des clones frais, des mamans toutes jeunes, toutes propres et de se faciliter la vie sur ça. Parce que suivant les génétiques, suivant les conditions, suivant la fluctuation du climat avec les périodes de l'année, etc., tenir sur très long terme, des mois, voire années, une plante, c'est une galère, quoi. Vaut mieux renouveler tout le temps. Et puis ça t'évite aussi... Après, moi je fais en pot de 3,5 litres. Ouais, et puis ça t'évite de pas faire de grosses plantes, ça t'évite aussi de fatiguer la génétique. Et surtout, quand t'es dans ce... On va dire dans cette dynamique de faire des plantes mères, c'est que t'as un grower, on va dire, un peu plus. Et dans ces cas-là, tu sais que dès que t'as des plantes mères, t'es quasiment tout le temps en train de faire des boutures, quoi. Même si moi, des fois, plein de fois, je fais des boutures. J'ai même pas besoin de faire des boutures, mais tu sais, j'en fais 2-3 histoire de faire des sauvegardes, des trucs, des machins. Et ça, c'est un type que je donne vraiment, même les gars, quand vous avez des plantes mères, des choses que vous voulez vraiment garder. Même si des fois vous n'avez pas forcément besoin de faire des boutures, faites-les quand même parce que voilà, ça sert toujours. Au pire, vous pouvez sauvegarder la génétique chez un pote et tout ça et tout. Et à partir du moment où tu as des plantes mères, tu sais que tous les 15 jours, tu fais des boutures, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. Hein. Non, mais t'as complètement raison, je me suis fait niquer comme ça sur ma dernière gros là. J'avais une plante de ouf et au final j'ai lancé en floraison et j'ai été obligé de récupérer un clone au dernier moment parce que du coup toute la végétation à faire, tout ça. Ouais, bah du coup tu galères à essayer de la récupérer. Bah ouais, de ouf. C'est ça. Alors que tout repose sur ça, les gars. C'est d'où l'importance justement de pourquoi conserver des mamans, parce que quand tu fais une sélection, que tu lances des graines et que sur X graines, tu tombes sur une qui est vraiment au top, t'as envie de pouvoir la refaire et de refaire à l'identique. Et le seul moyen de pouvoir refaire à l'identique, c'est de cloner. Donc d'où tout l'intérêt, parce que sinon tu peux passer ton temps à faire en fait des fleurs bof, parce que tu es sur des fleurs issus d'individus qui ne sont pas conservés, donc non sélectionnés, et tu as toujours un peu l'impression de il y en a une qui est bien, mais le reste bof, et alors que si au fil des sélections qui sont faites, tes préférés, tu te les conserves dans un coin,
et que tu peux refaire à ta convenance tes tops préférés, là, les jardins, ils passent à un tout autre niveau. C'est-à-dire que chaque bocal, c'est de la frappe. Ouais, c'est pas hasardeux. Et puis au-delà de ça, je trouve que moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire ça, à répéter les clones, à faire tout le temps les mêmes choses, je trouve que c'est là où j'ai vraiment compris ce que je faisais. C'est là où j'ai vraiment compris l'impact de mes nutriments au moment où ça, parce que j'avais des vrais repères. J'étais putain, pourquoi cette récolte, celle-là, elle sort plus comme ça que comme ça. Et avec les graines, c'est pas possible, parce que les graines, c'est comme une famille. Tous les individus sont différents, même s'ils ont une génétique similaire, tu vois. Et là, moi, je trouve que quelqu'un qui veut vraiment progresser et surtout faire des tests, t'es obligé, pour vraiment faire des tests qui sont viables, t'es obligé de partir sur des génétiques que tu connais, que t'as déjà fait, on va dire, une dizaine de fois, donc c'est entre 2 et 3 ans. Grave, j'allais dire vraiment, un des trucs qui est le plus formateur, c'est trouver une génétique qui vous plaît, sur laquelle vous pouvez trouver potentiellement l'individu qui vous parle, gardez-le, et faites-vous 1 an à cultiver que ça. Pour le faire à la perfection dans votre jardin. Et vous allez voir que, putain, mais ma 3e session, elle était vraiment au top. La 4e, j'ai moins bien fait. Je me rappelle, à la 2e, j'avais fait ça. Et en fait, comme il dit Canaille, c'est à force de refaire ces choses-là que il y a des points de standard qui se mettent en tête et qui permettent d'avancer. Parce que faire de graines à chaque fois, va faire que c'est tout le temps nouveau, les réactions sont tout le temps différentes, etc. Alors que l'apprentissage autour d'une plante qui, elle, bougera pas, que tu la repasses 4 fois en soi, ce sera la même chose, mais plus ou moins bien faite en fonction des compétences. Et là, ça permet de se mettre des points de repère. Et dire, là, je me suis vraiment amélioré, en fait. De ouf. De ouf. Et puis, vraiment, comme je dis, je répète, et je voudrais insister dessus, parce que je crois que j'en ai jamais trop parlé en podcast, et c'est très intéressant que tu nous parles de ça, Mickey. C'est que vraiment, les personnes qui veulent comparer les engrais, qui veulent vraiment faire des tests, et qui partent de graines à chaque fois, dites-vous bien que votre analyse, elle est faussée. Parce que c'est tellement variable la graine, les génétiques, c'est vraiment différent. Donc du coup, vraiment, si vous voulez faire des comparatifs d'engrais et tout ça, faites-les avec des clones, faites-les avec des choses que vous connaissez, et voilà, faites-en 6 comme ça, et sur quand même, que vous ayez le temps de goûter, que vous ayez le temps, parce que faire une plante comme ça, avec des banques différentes, des graines différentes... Souvent, j'entends beaucoup de jeunes growers qui ont beaucoup d'engrais différents. Ils font oui, moi j'ai fait ce test-là, ça sortait mieux. Et en fait, quand tu leur parles, ils te parlent des fois plus de la génétique du breeder que en fait de leur sol et de ce que eux ils ont fait, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage. Grave. Pardon. Ok, cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais qu'on éclaircisse sur les... Non, c'est déjà cool. Merci d'avoir pu éclairer ma lanterne. Ouais. Il était dans l'obscurité. Grâce à nous, il voit. Merci pour tout. Et oui, moi, c'était pour faire des tests aussi. Donc, j'ai préféré passer sur le clone plutôt que sur des graines pour faire des tests. Ah ouais, t'es obligé. Hein. C'est de dire, ok, je viens d'acheter une nouvelle lampe, je voudrais voir si ça fonctionne mieux. C'est pas en lançant des graines que tu vas pouvoir faire ce comparatif, c'est en lançant une génétique que tu as déjà fait, par exemple, avec ce précédent système lamineux, et de dire, effectivement, je refais la même, la prod, elle est 2 fois plus importante. Waouh, ma lampe, elle marche mieux. Et là, du coup, tu peux te baser sur un vrai truc, ou comme dit Canaille, nutritivement, de dire ok, là je suis en train de faire 3 fois, ça fait 3 sessions, je fais le même clone, je viens de rajouter tel et tel produit ou tel et tel nutriment, apport, peu importe, j'en vois un effet. Parce que les autres fois, c'était l'identique, le clone que j'avais fait sans ces éléments, et j'en vois les différences. Parce que sinon, lancer une autre génétique pour faire un point de comparaison, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Ah oui, non, c'est clair. Moi, par exemple, tu vois, avec la Yukechi, si je peux ramener une petite anecdote personnelle, à l'époque, tu vois, le Yukechi, c'est un des premiers clones que Riri m'a donné. Et du coup, c'est un truc que j'ai vraiment, je crois que je ponce depuis 2016 ou un truc comme ça, tu vois.
Et en fait, le jour où parce que je l'ai fait en hydro, je l'ai fait en coco, je l'ai fait en minéral, en organique, parce qu'à l'époque, avant mon AVC, je faisais toutes ces choses-là. Enfin, c'est pas un AVC, mais on n'en était pas très loin. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé en Living Soil et que j'ai vraiment rajouté une part carbonée avec des hydrolysates de kelp, beaucoup plus de sucre et tout ça, et il s'est révélé un côté fruité que je passais totalement à côté. Ouais. Et tu vois, genre aujourd'hui, je peux te dire, je sais par exemple dans le Living Soil, je peux avoir des palettes plus larges et des terpènes qui étaient vraiment, on va dire, au second plan et qui commencent à arriver un peu, qui sont moins au second plan et qui commencent vraiment à se ressentir. Voilà, c'est vraiment pour tout ça que je conseille. Putain, j'ai la voix qui part en couille. C'est pour tout ça que je conseille vraiment de faire du Living Soil et tout ça, quoi. Enfin, parce que moi, c'est ce que j'aime. J'aime avoir des spectres larges et tout ça. Comme tu dis là, par exemple, pour l'exemple de UK, de le faire plusieurs fois comme ça, c'est de se rendre compte, ah ouais, pour cette plante spécifiquement, je me rends compte que à 28 degrés, ça performe mieux que si j'étais à 24. Pour une autre plante, ça va être une autre condition. Pour certaines plantes, tu peux mettre plein watt, la pleine puissance lumineuse que tu peux déployer, il n'y a pas de problème, ça bronche pas. Il y a d'autres plantes, elles sont capricieuses. Tu leur mets la même puissance lumineuse, elles bégayent. Et pour autant, c'est pas toi, tes nutriments, c'est l'environnement par rapport à cette génétique spécifique. Donc, carrément. D'où l'intérêt de se trouver un peu une palette de trucs favoris et apprendre et travailler avec ces choses-là pour essayer autour de cette espèce de point de standard, j'ai un clone, ça sera toujours la même chose, d'améliorer ta culture autour de ça. Carrément. Ouais, c'est cool, on a pu aborder des variantes à tout ça, ça a amené une petite réflexion autour de ça qui est assez intéressante parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on parle pas assez souvent et que en fait c'est quelque chose que tout le monde tout le monde parle de son expérience, tout le monde a envie de faire partager et tout ça, et des fois quand on partage notre expérience, c'est un peu des fois comme une vérité, tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est en mode ouais moi j'ai fait ça donc ça veut dire que ça c'est comme ça. La nature est tellement complexe que des fois, tu vois, de toute façon, on le voit bien sur les réseaux, hein, des fois, t'as des gens, ils arrivent à faire une variété et d'autres non, tu vois. Moi, j'ai reçois des fois des messages de gens des fois, j'ai des messages de gens qui me disent un truc et j'ai un gars qui arrive juste après, il me dit totalement l'inverse, tu vois. Et je suis là, des fois, je suis putain, mais qu'est-ce qui se passe? C'est fou, quoi. Et du coup, il y a tellement de paramètres, il y a tellement de tout ça, qu'il faut vraiment être sûr d'avoir des piliers. Et je trouve que vraiment la génétique, d'avoir tout le temps les mêmes clones, ça fait partie de ces piliers-là, tu vois. Et voilà. Et je rebondis dans la même dynamique sur le poids de la génétique. Parce que on a déjà eu ces conversations-là sur Discord dans des moments enregistrés ou non, où il y a eu discussion autour de l'importance du choix des génétiques par rapport à la constitution d'une palette de standards à chacun. Là, on parle de UK Cheese. Je sais que toi et moi, on a le même point de référence. Mais si parmi nous, toutes les personnes, là, on va dire dans la salle, ont pas eu dans les mains UK Cheese, ils ont peut-être quelque chose de cheese qu'ils ont eux comme point de référence, mais qui n'est pas la même référence que, entre guillemets, tout le monde. C'est au travers du choix aussi du breeder et des variétés que l'on peut, entre guillemets, s'assurer de avoir le standard le plus réel. Quand on achète des graines sans faire attention plus que ça, juste par le nom, j'ai vu, il y a marqué Skittle Gelato, je sais pas quoi dedans, je vais pas chercher plus que ça. Il y a une grande différence entre ça et le breeder qui va être vraiment transparent sur le linéage, expliquer qu'il y a tel ou tel clone, tel ou tel truc très précieux qui a été utilisé. Et du coup, dans l'expérience derrière de popper des graines de ça et de se dire ok c'est un bébé de cette génétique, je peux m'en fixer un standard, un vrai standard, parce que il y a eu ce choix et cette réflexion qui a été faite. Sinon c'est totalement hasardeux. Et il y a des gens qui font très bien pousser de la merde, pas de leur faute parce qu'ils font bien le taf, mais que génétiquement c'est pas ouf.
Et que du coup, en fait, les résultats ne sont pas ouf parce qu'il n'y a pas eu vraiment ce travail de recherche génétique qui permettait de, ok, s'approcher d'un truc qui est vraiment banger, quoi. Bah, c'était ce que nous disait quelqu'un hier. Hier, quelqu'un il nous disait ça, il disait putain, je me faisais chier à faire du living soil et tout, et je prenais des graines de merde. Et il me dit, mais maintenant c'est mieux et tout. C'était assez drôle ce qu'il nous disait hier, donc pour les personnes qui nous écoutent la semaine dernière. Et voilà. Et sur ça, tu vois, par exemple, ce que je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Ah. C'est quoi ce délire? Ouais. Je sais pas, ça me fait beau. Ouais. Je sais pas, je crois que c'est une partie. Ouais, je sais pas, je crois que c'est Indy qui fait un truc, je sais pas. Du coup, je voulais rebondir sur un truc. C'est quand tu dis, ouais, on n'a pas tous les mêmes, on va dire, on n'a pas tous les mêmes repères. Standard, Voilà, les mêmes standards. C'est très vrai parce que tu vois, moi, la UK Cheese, pour moi, c'est une plante que j'adore sortir parce qu'en fait, c'est un classique. C'est un classique que tout le monde croit connaître, tu vois. Et en fait, que très peu de personnes connaissent. Ouais, comme alors l'amnésia, c'est aussi parfait exemple, tu vois. Souvent, t'as des Haze, Reina Madre, et quand tu sors l'amnésia, tu vois, le gars, il est pas prêt, enfin, tu vois, et la cheese, c'est pareil, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, ouais, j'aime pas la cheese, c'est discret. Tu vois, quand ils me font quand ils me disent ce qu'ils pensent de la cheese, je suis là, je suis mais gars, mais c'est pas possible, on parle pas de la même fleur. On parle pas de la même fleur parce que moi la cheese, c'est dans le top 5 des plus puants, quoi, tu vois. Et quand ever. Tu vois, et j'adore, toujours je cultive de la cheese parce que j'adore la fumée, j'adore l'effet qu'elle procure, j'adore le smooth qu'elle met et tout ça. Ah ouais. Et vraiment, c'est trop bien. Ouais, j'adore la refaire découvrir aussi. Parce que les gens, à chaque fois, tu sais, ils la ressentent, ils font, ah ouais, putain, ça me rappelle. Et les anciens, souvent, tu vois, genre, comme Serrato qui en a fait pousser, tu vois, il me dit, parce que lui, il était à Londres dans les années 90, tu vois, il me disait, putain, un truc de ouf, j'ai l'impression d'être à Londres et tout, à l'époque. Et c'est super sympa, tu vois, comme MC Star qui est londonien, tu vois. Quand je lui ai remonté la cheese, il était putain, ça sent mon enfance, c'est trop bon, tu vois. Et vraiment, redécouvrir ces best-sellers, entre guillemets, je trouve ça hyper important et génial, quoi. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Ouais, et là, on va rebondir sur cet exemple de cheese. Le monsieur tout le monde va aller sur Internet, va taper graines de cheese, il va tomber sur une multitude de banques de graines proposant de la cheese. Ouais. Maintenant, derrière, historiquement, quelles plantes ont été utilisées, peu sont très transparents là-dessus. Mais Arjan, par exemple, Greenhouse, ils utilisent la vraie cheese. Moi, je connais pas mal de personnes qui font pousser. Oui. Même la dernière fois, j'ai un pote qui a fait pousser du CBD cheese à 1.1. Franchement, j'étais choqué, ça sentait le UK cheese, quoi, tu vois. Non, mais total. Et franchement, pour Greenhouse ont utilisé le UK, ils ont fait une version féminisée, et la Exodus qu'ils proposent est une version S1 de UK cheese. Par contre, il y a des cheese qui ont circulé de la scène anglaise, qui étaient des croisements proposé par Big Buddha quand il y a eu la vague avec l'Afghan qui a été rajoutée dessus pour faire plus productif. Il y a énormément d'opérateurs anglais qui ont pop des graines et trouvé des super individus. Et ensuite, il y a des clones de cheese qui ont circulé à droite à gauche, étant estampillés le UK, et ça ne l'était pas. En France, dans des cercles, a circulé Exodus et a circulé le UK. Parfois, le Exodus proposé comme étant le UK, qui ne l'était pas. Et c'est via True Cannabis que le clone, on y a accédé à l'époque, donc de la scène anglaise. Et eux-mêmes déjà, c'était la bataille il y avait certains qui disaient moi j'ai tel clone, moi c'est le UK, moi c'est le cheese, et qui étaient en fait déjà des versions graines de ces trucs-là. Donc c'est, comme je dis, rares sont ceux qui sont transparents sur le linéage, sur les plantes utilisées, etc. Mais pour autant, c'est au travers de ça que les points de repère peuvent s'établir pour le consommateur. De ouf. Et pour parler de la Big Buddha Cheese, paix à son âme, Mélo, moi, c'est vraiment la cheese que j'aime, que je trouve la moins bien, tu vois. C'est la plus discrète. C'est mes potes. Mes potes de White Ash Boy, là, ils l'ont. Ils ont le cut parce qu'ils connaissaient Mélo. Enfin bref, voilà. Et ils ont été longtemps partie de l'équipe qui gardait ces clones-là, tu vois.
Et à chaque fois qu'il le sort, tu vois, je trouve elle est plus douce, tu vois. Elle a moins ce caractère qui te fait mal, qui est vraiment puant, désagréable, où tu fais oh putain. C'est écœurant. Ouais, Yuke Cheese est écœurante. C'est vraiment t'aimes ou t'aimes pas. Généralement, t'es choqué sur les premiers grammes. Si t'es amoureux de la variété, il n'y a pas de souci. Mais sinon, t'es très vite écœuré et c'est trop de terps dans ce genre-là, quoi. Moi, c'est l'effet en plus que j'adore. C'est vraiment un effet, je trouve, tu vois, genre créatif, hyper bon mood. C'est vraiment le UK. Moi, c'est une plante que je. Sourire doux. Nuage cotonneux, c'est pas fort, c'est pas stimulant créatif comme une diesel, une sour ou tu vois un truc qui va te remonter un peu plus sur le moteur. C'est mellow cotton, c'est cool, c'est un effet peaceful. Ouais, en plus ça fait des belles graines, c'est résistant aux génétiques. Là, je suis en train de faire pas mal de tests dessus, tu vois. J'avais les protos qui étaient en fait un Anglais qui avait fait un croisement en protoplasme, c'est pour ça qu'on l'a appelé proto, de UK Cheese croisé Riri, et en fait il avait mis quand même plus de UK, et en fait ça faisait vraiment une UK Riri incroyable. Et là, je pense que mes prochains travaux, là, je vais partir sur ça parce que là, je commence à avoir des trucs vraiment, vraiment super sympas qui ont l'air de washer hyper bien. On a fait des petits tests, là, tu sais, dans des bocaux le parfait où tu fais un demi-gramme. Ouais. Et franchement, je pense que cette direction-là, je vais la prendre. Ouais, non, mais c'est beau. UK est une bonne vénétique, alors Riri Sour, c'est très chien convaincu. Là, je suis en train de tester aussi beaucoup de Sour Diesel, et franchement, il n'y a pas à chier. La Riri, elle est sur le podium. Je sais pas encore quelle place, tu vois, mais elle est quand même incroyable cette plante. Hein. Elle dégage quelque chose. Mec, c'est vraiment. Ouais. Mais même la fleur, tu sais, même la fleur en soi, quand tu la regardes, quand tu la pousses bien, tu vois, elle a une structure. Calice explosé sous stéroïdes, là, ouais, c'est ça. Bah, l'Ice Coast aussi, elle l'a, mais en un poil moins, je trouve. Mais, bref. Vraiment, c'est vraiment un délice, cette plante. Mais là, on a les hybrides East Coast Sour Diesel avec citron là qu'on va lancer en test. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai vu, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça vu qu'on est sur le podcast et tout, de la Nation of Kamaz, j'ai vu que vous aviez des nouvelles graines avec la ligne citron. Exact, exactement. On a utilisé la ligne citron qui est vraiment notre banger signature, qui n'était pas sous forme de graines, c'est vraiment un truc signature qu'on utilise. Et que là, on a choisi du coup d'utiliser comme Mal Reverse sur notre librairie d'élite. Donc, on a utilisé autant Forum Cut, Gelato 41, Cherbinsky Cut, on a utilisé East Coast Sour Diesel, on a utilisé certaines créations à nous, comme Kenzu, comme GTX 75, qui justement là on rentre dans de la multiple génération inbreed line maison. En tout cas, de créer comme ça une diversité avec différentes élites, plus old school ou moins old school. Pour prendre l'exemple, ça va de Kembe à Gelato 41, tu vois, donc là il y a déjà 30 ans d'écart entre les variétés. 80, et avec Citron 1. Ok, Citron 1, c'est un truc que vous avez développé, ça. Exactement. Une variété du coup qui a commencé à prendre racine dans des sélections en 2018. On a fait des sélections sur les parents initiaux, fait la première génération. Sur cette première génération, des parents avaient été trouvés et une nouvelle génération a été faite. Et c'est sur cette nouvelle génération-là, donc on était sur pas un F2 parce qu'il y a eu un nouveau mâle qui a été inclus à l'intérieur de la génétique, mais c'était une deuxième génération. Citron est né. Et cette plante est vraiment dans notre librairie un banger. C'est floraison 45 jours, citron signature ultra marqué.
avec ce côté un peu les terps qui te restent en mode transpiration de SDF, tu vois, vraiment qui sont bien prenants. Un truc que justement sur comment De quoi? J'entends rien, moi. Il y a quelqu'un qui pose une question. Ah non, ok, je croyais qu'il y avait... Ah non, je t'écoute. Okay. Je t'écoute. Et donc, Citron, ton ami, voilà, sur ces différents élites de la librairie. Et dans le but d'apporter cette touche signature citronnée sur ces différents mangas. Yes. Lourd. Désolé les gars, je viens d'ouvrir seulement le chat. Je suis fonce 2 aujourd'hui, là, je suis un peu à côté de mes pompes. Et du coup, je viens d'ouvrir le chat et je vois vos trucs. Je lis ça tranquille et tout ça. Bah ok, c'est cool en tout cas, Mr. Green Grass. Ah ouais, j'avais pas vu. Parce qu'il y a quelques questions, il y a des questions pour toi aussi. Transpiration de SDF. Ouais, le genre de signature aromatique qui c'est une empreinte. C'est quelque chose des terps que tu peux pas te débarrasser. C'est pas discret. C'est vraiment odorant, quoi. C'est du goût sur du goût. Ouais. Donc, ce qui me définit le mieux, c'est un peu ça, quoi. Il y a ce côté vraiment, ouais, empreinte, quoi. Genre. Kemzu Last Train. Kemzu était le premier hybride de citron qu'on avait fait avec Chemdog Sister. Et du coup, on va avoir éventuellement là, sur la nouvelle line qui sera le plus proche de Citron, c'est la version avec Kemzu basée avec Citron. Donc en fait, c'est un Citron BX avec Sister qui a été rajouté au milieu. Ouais, c'est cool, ça. Sachant que l'individu Kemzu que notre breeder cut, c'est limonade terps au possible. Non, c'est productif, c'est ultra vigoureux. Génétiquement, c'est mieux que de faire un S1, ça, parce que de le faire comme ça, c'est mieux que de faire un S1. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça. Bah, il y a le côté, amélioré. Genre, le fait d'y avoir inclus Sister, c'était vraiment genre nous mettre sous stéroïdes les génétiques qui ont été croisées avec ça. Et toutes les plantes qui ont été croisées avec Sister sur la line initiale, c'était vraiment mise sous stéroïdes, productivité plus, vigueur plus, tous ces critères de performance commerciale, on va dire. Et avec les différentes signatures qui se posaient sur ce côté citron, quoi. Sister. Et je lis le message de Ace Ventura, Ultrazoo, c'est ça, Kemzu 7 avec Citron 1, et en fait, sur le papier, c'est génétiquement un Citron BX, puisque Kemzu est elle-même Citron avec Sister. Donc, du coup, là, on est sur... On n'a pas voulu l'appeler Citron BX, parce qu'à mon sens, il faut vraiment que ça en représente la version graine du clone Citron. Là, c'est Ultrazoo. Voilà. Mais dans l'historique du pédigré, en tout cas, ouais, en transparence, c'est ça. C'est un Citron BX. Yes, lourd. Et je vous rappelle à toutes les canailles qui nous écoutent, toutes les graines de Green Grass et tout ça, tout est fait en living soil avec amour. Ils recherchent toutes les génétiques. C'est vraiment, moi, c'est des gars que je connais depuis près d'une dizaine d'années, je pense. C'est vraiment, ça fait plaisir de voir que c'est des acharnés, ils sont toujours là en petite équipe à faire des bons produits, des bonnes choses. Donc voilà, donc vraiment j'encourage tout le monde à essayer leurs graines et voilà, et à faire connaître un peu la communauté française qui a du talent. Il faut qu'on arrive chez Leclerc, nos régions du talent. Non mais tu vois, c'est le rebond aussi sur la discussion qu'on a eue avant. C'est, comme tu dis, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît et les points communs d'accroche qu'on a pu avoir déjà au tout départ étaient parce que toi aussi, tu as tout ce travail de sourcing, recherche, connexion, etc. que tu fais depuis des années qui t'ont mené à acquérir, accéder, rencontrer telle ou telle personne ou telle chose.
Et c'est ce que tu mets à cœur à faire en sorte de rendre aussi disponible sous forme des graines que tu produis pour la communauté. C'est vraiment de comprendre tout ce travail-là qui est fait en amont pour justement proposer, à notre sens, le top avec notre patte, on va dire. Et il n'y a pas besoin de partir aux États-Unis pour avoir des vrais passionnés ayant des choses dans les mains. Mais regarde, je sais pas si tu te rappelles, il y a 10 ans, parce que toi, tu peux à l'époque, j'avais la Purple Tangy, là, le cut de O.J. Steven, qui était... qui était tout simplement une dinguerie, tu vois. Ouais, le meilleur film de Tangy qui tournait, franchement. Ah ouais, qui tournait pas, mais que j'ai pu voir gagner des trucs, quoi, tu vois. Moi, j'ai eu beaucoup de Tangy, j'ai eu les Forbidden, j'ai eu les Mimosa, j'ai eu... vraiment, je les ai toutes eues, tu vois. Mais la Purple Tangy, le cut de O.J. Steven, franchement, je suis... mais tellement deg de plus l'avoir, parce que c'est vraiment... pour moi, c'était la Tangy qui était sublimée, quoi. Elle était d'une puissance, elle était violette cœur, elle avait tellement de résine qu'elle était blanche, tu vois, blanche devant, violette à l'intérieur, une odeur, un goût, par contre très peu productif. Eh ouais, à l'époque, je sais pas, j'étais un peu teubé. T'étais sur d'autres génétiques, gros, t'étais sur d'autres trucs. Il y avait des trucs. C'était à l'époque où j'étais avec Riri, tout ça, où on avait aussi, où Riri, il avait trouvé une Berry OG. C'était, ça je m'en rappelle de cette Berry OG. J'ai quelques cuts comme ça, je te dis, dans mon cœur, c'est limite, je devrais me faire un tatouage dessus, tu vois. Dire adieu, RIP, tu vois. Parce que c'est dur. Hein. De ouf. On en a tous, bro, des génétiques comme ça. Là, putain, 10 ans après, tu dis, mais mec, si j'avais ce truc-là dans les mains, mais genre comme ça, je choquerais tout le monde. De ouf. Et qu'à l'époque, c'était genre, ouais, c'était bien, on le savait déjà, mais je sais pas, l'esprit qui faisait que t'étais sur autre chose, tu vois. De ouf. Mais là, je pense qu'il y en a une comme ça, mec, impossible de remettre la main même sur d'autres parents et tout. C'est un truc qui a été super peu utilisé. TGA, Subcool, il avait fait la Ace of Spades à l'époque. C'est un croisement de Black Cherry Soda avec son mâle avec lequel il avait fait toutes ses lines et tout. Et j'avais lancé des graines de ça. J'étais tombé sur un individu, mec, à faire pâlir les génétiques modernes fruitées, calices, que tu veux. Genre un truc fruit, trop mûr, mais en même temps avec du bois de sandal, ça donnait du coffre. C'était pas le genre de terps en mode papaya qu'une fois que tu crames, genre il y a plus rien dans le stick, tu vois. Genre faut que ce soit en mode fresh frozen pour que ce soit capturé. Là, c'était gourmet, c'était vraiment un truc. Je te dis, à vraiment rivaliser avec un Forbidden Fruit ou des signatures aromatiques de ce genre d'intensité, tu vois. Ouais, des trucs vraiment... Avec une plante capricieuse, j'ai dû la garder pendant 4 ans, j'ai adoré la faire, perdu la plante dans mon apprentissage, etc. Perdu cette plante, je te promets que c'est dans mon top 5 de mes RIP à moi, que si là j'avais ce truc-là dans les mains, waouh. Banger. Tu vois, moi c'est pareil avec TGA, j'en ai une, c'est la Third Dimension, la 3D. J'avais un individu en 45 jours, les fruits ils étaient bordeaux. Wow. C'était la première fois que je voyais une plante rouge et les fruits bordeaux, tu vois. Et ça sentait l'ananas, tu vois, l'ananas fermenté. Wow. Et en fait, ce problème de ce cut-là, c'est qu'il se bouturait très mal, tu vois, et bref, un truc que j'ai perdu. Je sais que la 3D, et la dernière fois, et j'en ai parlé au premier podcast, le tout premier podcast, j'en ai parlé, un jour, je vais chez un pote et tout, et qui est sur le Discord, et je lui parle de ça et tout, il me dit, mais j'en ai des graines encore de 3D, moi, que j'ai jamais utilisées. Tu sais, je l'ai regardé, j'ai dit, bon, écoute, gros. Là, toi et moi, il faut qu'on s'arrange, tu vois. Il m'a regardé direct, il m'a dit mais bien sûr, et il m'en a passé, il m'en a passé plein généreusement. Et depuis, j'ai peur de les faire germer, tu vois. Voilà quoi. Et c'était vraiment une plante incroyable. Ah, Juju, je te mets en mute parce que tu fais du bruit. Voilà. Et est-ce qu'il y en a qui ont envie de nous raconter une petite anecdote de plante perdue, de cut disparu? C'est le moment, ça pourrait être je pense qu'on en a vraiment tous. Il doit y en avoir pas mal des anecdotes. De ouf.
Allez, sortez-nous les anecdotes, les gars, là. Ne soyez pas des voyeurs. Enlevez vos micros. Démutez vos micros. Salut les copains. Il n'y a aucun crainte. C'est que ouais, moi j'ai commencé à garder des pieds mers, mais le problème c'est que j'ai trouvé 2-3 petites pépites, bon, avant d'abandonner, parce que j'en avais que 3-4 et il faut payer la facture d'électricité. Que voilà, que je me suis rendu compte que j'avais beau passer des heures à essayer de chercher, en fait, à lire du baratin commercial de merde qui me vendait du rêve, en fait, et que voilà, j'avais des choses, c'est sympa, mais de là à dire que j'avais des pépites, des bons trucs, c'est loin, en fait, tu vois. J'avais des petites pépites, genre, je sais plus c'était de quelle banque, je sais pas, c'était pas Greenhouse Seed, justement, une White Widow. Dans le Ah bah ouais, Greenhouse, ils ont eu des belles White Widow, hein. Ça c'est sûr. Hein. Non, mais très léger, tu vois. Très très old school. Le truc, tu vois, mélange de pain, d'encens, de très très fruité, mais je sais pas, on pourrait pas trop dire quel fruit en particulier, tu vois. Faut comment expliquer, tu vois. Truc bien old school. Mais sinon, voilà, le truc, c'est que je sais que je pourrais pas vous dire exactement de quelle génétique découlerait. Parce que je sais que justement, j'ai eu des pépites, mais c'était de la merde, donc je saurais même pas dans quelle direction pour réellement rechercher. Non, c'est pas. Retrouver des trucs. Te dévalorise pas, c'est pas ça. En fait, dis-toi que tu vas faire des choses. Au fur et à mesure de tes conservations, les meilleurs resteront. Puis au gré de connexions, de rencontres, peut-être que tu accéderas à des clones élites. Et puis le jour où dans ton jardin, tu peux mettre en comparaison en termes d'intensité d'aromatique, ce sera forcément différent, mais tu peux toujours comparer. Est-ce que la structure, ça performe pareil? Est-ce que en termes d'intensité aromatique, c'est en dessous ou c'est pareil? Et de pouvoir comparer des choses qui sont et de façon plus évolutive comme ça, dans le sens où bien sûr que là, aujourd'hui, tu vas peut-être pas avoir le point de recul, mais c'est à force de faire que tu vas pouvoir justement le constituer. Tu vois, pas de... Ce que je voulais dire, tu m'as pas compris. En fait, justement, j'ai compris que j'ai le recul. J'ai assez l'expérience pour comprendre que justement, j'ai pas accès à ces clones élites, j'ai pas eu accès à ces graines-là. Donc j'essaye en tant que consommateur de faire d'autant plus attention que j'achète mes graines. Mais c'est avec la facture d'électricité, c'est la raison qui m'a fait arrêter pour le moment. Le jour où j'aurai peut-être des connexions ou que ça vaudra le coup de payer une 50 watts pour des pépites, je la rallumerai sûrement, tu vois. C'est facile de garder 6 pieds de mer, encore une fois. 6, 7, 8, c'est pas compliqué. Carrément. Je l'ai dit, donc maintenant je sais, tu vois, mais je sais aussi que voilà, que c'est aussi pas simple au milieu, en tant que consommateur au milieu de tout ce bordel commercial. C'est compliqué d'y comprendre quelque chose et ensuite savoir où se diriger, tu vois. Parce que le problème, c'est ce qu'on disait, qu'on va toujours dire à chaque fois, c'est que les plus passionnés, c'est rarement les plus riches et c'est rarement ceux qui vont se mettre en avant. Ça, donc après, il faut qu'on aille chercher en tant que consommateur, mais c'est pas simple. C'est sûr. Et moi, j'ai une petite question un peu pour l'Assemblée. En soi, au bon endroit. Hein? T'as dit quoi, Green? J'ai dit, si je peux me permettre, quand même, en soi, t'es au bon endroit. Tu parles de rechercher des génétiques de qualité, etc. Canaille en propose, par exemple, avec transparence, en expliquant le pédigré, etc. Si tu lui poses la question, il sera ravi de te répondre et de t'expliquer en transparence ce qu'il en est. Tu vois, t'étais pas temps perdu ou au mauvais endroit. D'une certaine façon, t'y as un pied. Maintenant, effectivement, c'est ce qu'on disait juste avant. Je te rejoins à fond sur le fait que, en tant que consommateur, monsieur tout le monde, il y a tellement de choses que tu peux être perdu sur quoi, comment, quoi, qui, quoi. Carrément. Et moi, ça, je comprends. J'ai une petite question un peu pour vous tous. Pour vous, vous faites des plantes mères, vous partez plus sur des graines régulières ou des féminisées, et j'aimerais savoir pourquoi. Pour faire un vrai phéno-hunt et tout ça et tout, voilà. Les gars, me mettez pas des vents, j'ai l'impression d'être François Hollande.
Régulière, j'ai Ouais, appris. non, écoute, mon micro est coupé. Bah écoute, moi je pars de régulière. Ouais. C'est classique, on m'a toujours dit, si tu veux une plante mère, prends une régulière. Voilà. Ok, Willy. Attends. C'est un débat intéressant, hein. C'est un débat intéressant. Ça Winnie- soulève des légendes urbaines et tout, c'est intéressant. Winnie Keshi, toi tu nous dis, en fait, on t'a toujours dit, dans un premier temps, tu pars sur des régulières pour faire de la sélection. Ouais, moi c'est ce qu'on m'a dit. Ok, et c'était à peu près combien de temps? C'était à peu près... Est-ce que t'as un... Parce qu'on t'a jamais trop entendu, on sait pas si t'es un jeune grower, un ancien grower, si tu fais ça, tu vois, si tu fais du Pheno-Hunt depuis un moment, si tu fais ça régulièrement. Ah ouais, non, Pheno-Hunt, non, ça fait quoi 2-3 ans. Mhm. Sinon, je fais pousser depuis 2015. Donc une dizaine d'années. Et du coup, pour... Ouais, voilà. Et du coup... J'ai commencé par des féminisés. C'est bien, tu fais ta petite conso, tu essayes quelques variétés, ça te plaît. Mhm. Après, tu cherches à aller un peu plus loin. Bah ouais, Puis tu carrément. découvres les boutures. Et t'as vu une différence Voilà, entre au les... plus tu creuses, au plus tu t'intéresses, au plus... voilà. Mhm. Et t'as vu une différence entre les féminisées et les régulières, par exemple? Pas spécialement. Mhm. Après, voilà, le seul fait c'est que bah, t'as des mâles qui viennent avec les régulières. Mhm. Après, c'est toujours intéressant d'avoir des mâles. Hein. Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir être autonome en graines. Parce Ouais. que acheter des graines tout le temps, ça c'est un coût. Et si Ah je bah peux oui, minimiser c'est des coûts, moi ça m'arrange. Et en plus, si je peux refaire moi-même Bien sûr. mes croisements, ça m'arrange encore plus. Mhm. Non, mais total, le principe de faire des clones de ou de faire ses graines, De refaire pousser ce que tu as envie de. c'est le moyen de rentabiliser ton investissement de départ, quoi, complètement. Mhm. Bah, il y a Renault qui... Un exemple, un truc que je fais très régulièrement sur des paquets de graines, par exemple, où j'ai pas eu la possibilité d'en avoir beaucoup, ou pour voilà plusieurs raisons comme ça, de faire une open pollinisation d'individus qui me plaisent sur ce lot-là pour me créer mon stock de graines avec lequel je vais travailler derrière. Et en fait, t'es consommateur, tu achètes tes graines, tu fais un investissement, ça coûte 80 € ou 500 €, peu importe, vu les prix aujourd'hui, c'est un investissement. Un des meilleurs moyens de le rentabiliser, c'est de soit, par exemple, faire une open pollinisation et de se reconstituer un stock, et comme ça, tu en as illimité, façon de dire, soit conserver des clones, vraiment. Ou faire des croisements, bien sûr. Mais c'est ça, il y a Renault cette part d'inconnu. Il y a Renault dans le chat qui dit pareil que lui, il fait des régulières parce qu'on lui a toujours dit c'est comme ça, quoi. Ah ouais, moi aussi, j'avoue, c'est pareil. Moi, j'ai commencé à faire pousser, ça n'existait pas, les régulières. Et j'avais commencé à faire de la sélec sur des régulières, pardon, ouais, et les féminisés, ça n'existait pas. Et quand les féminisés sont arrivés, c'est vrai que les premiers plans mères qu'on a essayé de prendre sur des féminisés, ça avait tendance à partir en herma assez rapidement au niveau des descendances, des qu'on prenait dessus. Mais ça, c'est vrai que c'est un problème que je trouve qui s'est atténué. Je pense qu'il y a eu plus de travail au fur et à mesure, hein, forcément, sur les féminisés. Et moi, je vois aujourd'hui j'ai des potes qui gardent des plans mères sur des féminisés et sans que ça tourne, sans que ça parte en couille, quoi. Aujourd'hui, hein. C'est l'expérience, quoi. Ouais, t'as totalement raison, c'est super juste ce que tu dis. Ouais, je suis entièrement d'accord aussi. Je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, moi, je connais pas mal de personnes et même des clubs. Nous, on a quelques clubs, tu vois, qui font on voit qu'ils font de la sélection avec de nos graines ou d'autres graines en féminisé, qui gardent des plantes mères et qui les gardent jusqu'à ce qu'elles plaisent, on va dire. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que les féminisés sont beaucoup plus stables que ce qu'elles n'étaient il y a même 5 ans, parce que les protocoles ont évolué, la façon de trouver les matières premières est plus accessible. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont bougé, et c'est vrai que moi, par exemple, je fais toujours de la régulière parce que j'aime avoir vraiment, tu vois, les chromosomes au bon endroit, tu vois.
Ouais, j'aime vraiment avoir une plante qui représente vraiment une plante de cannabis qui est avec un chromosome X et un chromosome Y, tu vois. C'est mon côté un peu vieux jeu, tu sais, un peu conservateur. Un peu réac. Ouais, un peu réac, conservateur, tu vois. Non, mais je rigole, mais en fait, je vois, tu vois, moi, par exemple, cette année-là, j'ai fait beaucoup de séries M, tu vois, et je sais qu'il y en a quelques-unes que je me suis dit, putain, c'est quand même vraiment, enfin, tu vois, et je suis quelqu'un de très, très, très exigeant, et j'en ai vraiment quelques-unes où je me suis dit, bon, ça, c'est des bangers, quoi, tu vois, j'ai des cookies M où j'étais là, attends, c'est... Je garde ou pas? Je reprends un bouture en flot, j'essaie non, parce que les plantes, je les avais déjà coupées, tu vois, parce que moi, quand je teste... C'est super juste. Tu vois, genre, je les avais déjà coupées, donc à partir des buds, tu peux pas repartir, tu vois. Mais c'était juste que quand je la fumais, c'était tellement profond, c'était tellement ouf, tu vois. Et je me disais, putain, tu vois, c'est vraiment cool de pouvoir ressentir ça. Et voilà, quoi. Je te laisse continuer. Et justement, juste, est-ce que c'est pas possible avec ce que tu es en train de mettre en place, toi, à savoir la reproduction cellulaire, la culture sur tissu, est-ce que c'est plus possible là de repartir d'une plante qui est en flot éventuellement avec ça? Ah bah si tu veux la reboot, oui, c'est ça. En fait, tu vas nettoyer des stress, mais il faut que tu répètes les tâches, tu vois, pour vraiment bien nettoyer. Excuse-moi, pour vraiment bien nettoyer une plante, il te faut à peu près 8 reboots. Au moins 8 reboots, et là tu sais que tu commences à enlever les stress d'un reverse et tout ça, mais il te faut quasiment 2 ans d'in vitro, quoi, pour 8 reboots. Ok. Ouais. Non, mais sur ce que tu disais, c'est très juste, c'est que dans le passé, en fait, où le patrimoine du cannabis en général, il vient des landraces à la base. Les landraces contiennent le trait de l'hermaphrodisme comme gène de survie. C'est un trait naturel du cannabis. Nous, en tant que consommateurs, on n'en veut pas parce que ça fait des graines dans les fleurs et les graines, c'est pas bon. Donc, on a cherché à éviter que ce trait s'exprime. Effectivement, dans les années 80, 90, début 2000, le matériel génétique qui était proposé sur le marché féminisé était beaucoup plus proche, issu de génétique qui était au plus proche de entre guillemets landrace, dans le sens où on n'était pas encore sur des poly hybrides, on était sur les premières générations d'hybrides. Donc, il y a encore ces traits qui étaient très marqués. Les retours des gens en disant que je conservais ma plante en plante mère, j'avais quand même des problématiques avec ça parce que il y avait de l'hermaphrodisme qui se déclarait, les stress lumineux, le fait que en production, suivant le climat, l'environnement, la plante fasse de l'hermaphrodisme, etc. Tout ça était les conditions en fait de survie et de réaction au stress de la plante par juste ses fonctions naturelles. L'hermaphrodisme est un trait naturel du cannabis. Et aujourd'hui, poly hybride dans lesquels nous sommes tous dans les choses qui sont accessibles sur le marché. Il y a eu, bien sûr, avec toutes ces sélections qui ont été faites, un côté épuration de ces traits-là. C'est encore présent, bien sûr, et ça sera jamais à 100% enlevé dans le cannabis, à part des choses OGM, parce que c'est, comme je dis, un trait de survie pour se reproduire. C'est naturel. Ouais, il y a ça, et puis le fait... Vas-y, je t'en prie. Non, je veux dire, il y a ça, puis il y a sans doute un peu le fait aussi que aujourd'hui tout le monde fait de la féminisée, c'est ce qu'ils vend le plus en graines largement, et du coup, moi, c'est devenu normal d'en faire, donc les mecs en font avec tout. Mais au début, les premières féminisées, moi, je me souviens, c'est les mecs n'avaient pas réalisé le potentiel commercial de ça, et donc c'était vraiment exceptionnel. Et du coup, c'était surtout des SA en fait. C'était les premières féminisées qu'on voyait. Mais pourquoi ? C'était des mecs qui voulaient faire des clones en graines, et donc c'était que des SA. Et ça, je pense que ça restera encore plus le patrimoine génétique, tu sais, de faire croiser une plante avec elle-même, qu'aujourd'hui les féminisées qui sont produites, c'est une femelle qui est mise avec un autre mâle qui est reverse en général. Ouais, mais attends, si je peux me permettre, ce que tu dis en fait, c'est que surtout à l'époque, au début des premières féminisées, les gens ils marchaient beaucoup avec de la rodélisation, tu vois. Et en fait, c'était vraiment ramener un stress, on va dire entre guillemets naturel à ta plante,
pour qu'elle fasse des graines. Et là, ça fait quand même des graines qui ont une forte tendance hermaphrodite. À partir du moment où on est parti jusqu'à la fin, pousser le délire à des STS, donc des solutions au thiosulfate d'argent, tu vois. Et là, en fait, tu crées une baisse de l'hormone éthylène. Et là, en fait, elle crée naturellement des couilles pour se reproduire sans vraiment créer un vrai un vrai stress. Du coup, tu peux utiliser des plantes qui sont extrêmement résistantes qui d'habitude ne marcheraient pas avec la rodélisation. Là, tu les pulvérises avec du STS et là, tu arrives à des choses beaucoup plus stables que ce genre de truc. Et au début, c'est vrai qu'on avait que ce genre de conneries, quoi. Ouais, et c'était surtout du S1, quoi. C'était une plante qu'on croisait avec elle-même. Du coup, tu avais vraiment que la moitié du patrimoine génétique. Parce que la rodélisation, en fait, tu produis pas beaucoup de pollen, et puis surtout, c'est des fleurs qui sont dans les calices. C'est une façon bizarre comment c'est foutu, et du coup, ça peut quasiment que s'autopolliniser, quoi. Tu vois, c'est de la merde, quoi. Ouais, la raison pour laquelle aujourd'hui le breeding majoritairement mondial se fait avec de la féminisée, premièrement, c'est parce que, le consommateur, le cultivateur va se tourner vers des féminisés plus que des régulières sur l'ensemble du marché pour des questions de facilité, etc. Ou des producteurs, même à grande échelle, vont bien sûr se tourner vers des graines féminisées. Je prends l'exemple même des producteurs marocains, plutôt que de faire un champ de régulière et passer sa vie à enlever les mâles et se faire tout polliniser, etc., etc. Même si il y a des trucs réguliers au Maroc, etc. Mais bref, c'était pour illustrer. Le principe de faire aujourd'hui avec en fait des croisements féminisés, c'est comme si c'était des entonnoirs qui étaient utilisés, des entonnoirs génétiques. C'est-à-dire que quand c'est tel clonélite qui est croisé avec tel clonélite, c'est pas un mâle. Donc, il y a un côté, c'est pas une forme d'inconnu, les traits de l'expression femelle qui vont être transmis. Du coup, il y a un entonnoir qui se fait, ou dans les progénitures qui sont produites, il y a comme un resserrage drastique des traits sur justement les individus qui ont été choisis. Si tu utilises un mâle, il va ouvrir d'autres gènes. Il va ouvrir des choses qui peut-être tu ne désireras pas sur les premières générations comme traits, peut-être vont faire ressortir des gènes que tu ne voyais pas même dans la génération que tu avais, et du coup c'est une autre approche, une autre façon de travailler le breeding. La raison pour laquelle aujourd'hui la majorité des gens utilisent la féminisation comme ça, c'est parce qu'il y a un resserrage de traits. Quand tu prends telle plante avec telle plante et que tu fais justement le croisement, il y a une très forte probabilité d'expression des gènes représentatifs des deux parents. Ce qui en donne qu'aujourd'hui, sur la majorité des croisements, c'est ça qui est proposé. Ouais. C'est comme s'il y avait une forme de faire un F3, F4 directement, juste par le fait d'utiliser la plante en reverse, tu vois, en féminisé. Et parce que au niveau des traits, ce qui va être exprimé, c'est vraiment un entonnoir serré autour de cette expression génétique. Pas l'ensemble de tout ce qui peut traîner autour, mais vraiment beaucoup plus spécifiquement cette plante. Voilà. Et vu qu'on est dans Kenai Kikit et qu'on est là pour filer les tips et tout ça et tout, les gars, si vous voulez apprendre les protocoles, savoir comment on fait, moi je vous conseille, il y a 2 endroits. Premier endroit, il y a Canawid comme d'hab, où il y a un très bon topic dessus avec toutes les étapes et tout ça. Et il y a aussi Khalifa Génétique qui a fait sur leur site internet un report complet sur comment faire des graines féminisées qui sont vraiment très bien, c'est très accessible. Moi, je trouve que c'est vraiment accessible à tout le monde, quoi. C'est vraiment... Tout le monde, ouais. Bien sûr. Bon, faire attention, c'est des produits chimiques, c'est des hormones, il faut... Voilà, il y a un protocole quand même un peu à respecter pour se respecter. Mais par contre, c'est pas sorcier. Tout le travail de breeder, c'est pas juste faire les graines. Ça, comme il dit, c'est à la portée de tout le monde. Le travail de breeder, c'est la sensibilité à avoir pour pouvoir faire les combinaisons, créer ces nouvelles choses. Et c'est ça, justement, le travail du breeder. Mais par contre,
ces pratiques sont vraiment accessibles à tout le monde, quoi. Il y avait une question de Green Island, je lis là juste. Vous pensez quoi des breeders qui font des S2, S3 ? Wow. Je dirais que c'est seulement intéressant dans le but de créer des lignes pour des producteurs. C'est le même chemin que faire des filiales de génération F1, F2, F3, etc. Dans une direction spécifique. Ça n'a d'intérêt que si ta génétique est intéressante sur le marché, qu'elle est demandée sur le marché et que tes clients vont lancer de la graine plutôt que lancer le cut. C'est clair. Mais là, à ce moment-là, faire du coup des S2, S3, c'est deuxième, troisième génération de plantes self-fed. Donc en gros, une féminisée, trois générations sur elle-même. Ça n'a d'intérêt que si, comme je dis, t'es pour un producteur qui veut lancer un champ ou une culture, une production homogène de graines de ton truc et que tu veux pas lâcher le cut. Là, c'est vraiment l'industriel. Si le mec qui veut du full spectrum et chercher des phénotypes, c'est surtout pas là qu'il faut aller, quoi. Ah ouais, non, clairement pas. T'es dans des... Là, tu peux être sur des choses où extirper des traits qui sont exprimés devient encore plus difficile parce que c'est entonnoir sur entonnoir. Typique Sativa Création travaille leur ligne CBD comme ça. Ils sont S4, je crois, sur cette année. Les graines qui sont proposées, c'est d'une homogénéité. Tout est identique, façon de dire. Il y a des très légères fluctuations. Mais ça n'a d'intérêt parce que les clients de Sativa Création sont des producteurs de CBD qui ont envie, quand ils lancent un champ, d'avoir une homogénéité parce qu'ils lancent pas de clones ou qu'ils en ont pas l'infrastructure, etc. Mais sinon, ça n'a pas d'intérêt. La plupart du marché, des consommateurs, ils ont comme envie de faire leur petite recherche, trouver leur petit truc et justement piocher un peu dans cette diversité. Et en parlant de diversité, Ace Ventura, il dit reverse femme sur femme pour viser un trait ou un profil super spécifique et brider des régulières pour avoir des diversités d'expression, c'est ça. Dans les grandes lignes, il y a une forme de justesse, oui, dans ce que tu dis. Et c'est pas faux. C'est indispensable de travailler avec des régulières pour avoir des veines libres, pour avoir ces chromosomes papa-maman, pour préserver la diversité du cannabis en général, etc. C'est indispensable. Mais justement, pour les lois du marché et du consommateur, avoir quelque chose de plus spécifique est plus important. Mais tu vois, justement, en plus, je crois que c'était avec toi qu'on avait discuté et ton associé Guitox. C'était pas Humboldt qui avait fait une recherche sur près de 10 000 graines qu'ils avaient croisées, ils avaient fait du breeding avec de la féminisée et qu'il y avait pas vraiment trouvé de consensus, il y avait vraiment des gens qui étaient pour et il y en a qui disaient que ça changeait rien du tout et t'en avais d'autres qui disaient que c'était du grand n'importe quoi, on stérilisait un peu, on perdait de l'âme dans la génétique, quoi. Merci mes canailles d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Cette semaine, le podcast est coupé en deux, car en deuxième partie, nous avons une surprise d'un chanvrier qui vient nous passer le bonjour. Donc, restez connectés mes canailles pour la deuxième partie qui arrive très vite.